Premier tour de piste, si je puis dire. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes. Premier tour de piste, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement de façon assez synthétique en quoi vos entreprises innovent en matière de décarbonation des modes de production? En d'autres termes, pour reprendre un terme cher à Pierre Rabhi, comment fait-elle ça par votre entreprise? Géraldine Poivert, est-ce que vous voulez donc ouvrir le bal? Donc vous êtes présidente et cofondatrice du cabinet Reset. Alors j'ouvre, je pense qu'Isabelle Cocher l'a très bien dit. J'ai créé Reset il y a 4 ans. On est un cabinet de transition environnementale et économique. Je lie les deux. Comment on fait notre part? Déjà en liant les deux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition entre économie et écologie. Les deux s'occupent des ressources rares et tout notre sujet, c'est de faire un monde de prospérité où on arrive à cumuler les deux. Et la singularité, moi je venais de l'univers de l'économie circulaire, du déchet et du recyclage. Et quand j'ai créé Reset, c'est parce que je trouvais désespérément, et j'avais entendu de la bouche des patrons, qu'en fait, ils n'avaient pas de cabinet qui les accompagnait à faire. Donc, on était dans une éco-anxiété, on était dans partager des constats, mais en fait, il n'y avait pas d'engrenage. Donc, Reset est là pour accompagner les acteurs dans cette transition qui est monter l'Everest, je confirme. Ça peut être prendre un bateau, mais ça peut être monter l'Everest. Donc, prendre notre part, c'est jouer les deux, être obsédé par le passage à l'action, c'est-à-dire que le temps des prises de conscience, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire. Il faut faire mieux avec moins. On a un problème de décarbonation et de ressources qui sont rares. Donc il faut le faire. Et l'autre point, la manière de prendre notre part, c'est de faire travailler les gens ensemble. Isabelle Cocher l'a très bien dit, c'est sans naïveté. Nos supply chains sont explosées. Or, pour réinventer une chimie des matériaux décarbonés, c'est pas le jeu du mistigris, c'est pas tout le monde qui se refile la mauvaise carte. C'est au contraire transformer ces supply chains en écosystèmes de valeur. Donc la manière chez Reset de prendre notre part, je dirais que c'est d'explorer parce qu'on réinvente un conseil en changeant les fondamentaux et être obsédé par ça, conjuguer économie et écologie, passer à l'action et faire jouer les gens en résonance pour créer justement cette prospérité de demain. Merci Géraldine Poivert. Julien de Normandie, donc vous êtes directeur de l'impact chez Sweep. Alors comment Sweep fait-elle sa part, contribue-t-elle à tout ce process de décarbonation? Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Isabelle Cocher disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on avait le moyen d'utiliser la donnée. Et je crois que l'environnement, c'est une question de données. Vous êtes tous familiers, plus ou moins, mais quand même beaucoup, avec ce qu'on appelle le fameux Scope 3, c'est-à-dire ton carbone, c'est mon carbone. En tant qu'une entreprise, le bilan carbone inclut tout ce qui se passe en amont, mais aussi en aval. Pour vous donner un ordre d'exemple, quand vous prenez une entreprise de shampoing qui produit des bouteilles de shampoing, paradoxalement, la plus grande source de carbone, c'est non pas la bouteille, non pas le produit, non pas les usines, mais c'est la production d'eau chaude pour se rincer les cheveux. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui veut améliorer votre bilan carbone et qui fait du shampoing, il vous faut investir plus massivement dans des entreprises qui permettent soit d'améliorer le rinçage de vos cheveux, soit d'améliorer les systèmes de chauffage. Ce n'est pas du tout intuitif. Et la donnée vous permet de faire ça. La donnée vous permet d'appréhender collectivement la chaîne du carbone. La donnée vous permet de monitorer les trajectoires que vous vous fixez. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont fixées des cibles de décarbonation, de réduction. Mais s'il n'y a pas un système qui permet de piloter cette donnée derrière, ça ne marchera pas. Et Christian de Pertuis, lui, évoquait cette nouvelle économie. En fait, le plus grand élément fondamental de changement de la nouvelle économie, ça va être des données extra-financières qui vont devenir aussi importantes que les données financières. C'est-à-dire qu'ils vont être auditables, ces données extra-financières, comme le sont les données financières. Et donc, pour faire tout ça, fini les fichiers Excel, fini les livres sur lesquels on renseigne les données, on doit pouvoir doter les entreprises de systèmes qui vont collecter, monitorer, analyser les trajectoires et rendre auditables les données. Et c'est ça ce que nous faisons dans ce projet que nous avons créé, qui s'appelle Sweep, qui est une data platform pour les données extra-financières et qui donc permet d'offrir aux entreprises ce cadre fixant la cible, monitorant la cible, s'assurant de la chose et surtout donnant aux données extra-financières cette même valeur que la donnée financière, comme d'ailleurs le demande la future réglementation européenne qui arrive maintenant dans 1 mois et demi, donc très très bientôt. On va y venir dans un instant avec vous, justement, Julien de Normandie. Avant cela, Julien Dicker, donc directeur général de Chamatex. Comment faites-vous votre part chez Chamatex ? Merci.
Donc quelques mots sur Chamatex Group. Donc nous, on est une PME. On réalise aujourd'hui une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires avec 300 employés. Et on a une dizaine de sites industriels, principalement en France. On a 3 principales activités. L'ameublement, qui est une activité historique du groupe Chamatex, le luxe, avec tout ce qui est bagagerie de luxe notamment, et le sport. Et je pense que le projet le plus marquant et qui va dans le sens de la thématique d'aujourd'hui, c'est un projet qui est dans ce secteur du sport, puisqu'on a, depuis une dizaine d'années, on a développé dans un premier temps un textile breveté tissé en France qui sert aux chaussures de sport, donc qui est utilisé sur toute la partie supérieure des chaussures de sport, qui s'appelle le Matrix. Et à partir de ce développement, en fait, on est allé plus loin. Et il y a 3 ans, on a lancé un projet qui s'appelle ASF 4.0, qui est un projet de relocalisation de la production de chaussures de sport en France, à partir de ce textile-là, et avec un process industriel totalement automatisé, et en collaboration avec des marques de sport que sont Salomon, Millet et Babolat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 85% de la production mondiale de chaussures du sport est réalisée en Asie du Sud-Est et principalement au Vietnam. Donc les chaînes de production sont très, je dirais, étirées, parce que nous, on produisait du textile en France, qu'on envoyait au Vietnam principalement, et le produit fini revenait en Europe pour être vendu au consommateur final. Et du coup, toute notre logique dans ce projet, ça a été de dire qu'il faut rapprocher la production des zones de commercialisation, d'où le projet ASF 4.0. Et en faisant ça, en fait, puisqu'on a fait après l'impact carbone en fait, du projet, on s'est rendu compte qu'en simplement en assemblant le produit final en Europe, on réduisait de 25% l'impact carbone du produit fini, donc de la chaussure de sport. Et en fait, donc on a commencé ce projet et ça a initié toute une logique en fait, de relocalisation de l'ensemble des composants de la chaussure, parce que dans une chaussure, il y a 25 composants, entre 25 et 30 composants en moyenne. Et nous, on fournissait un des composants avec notre textile, on assemblait d'autres composants qui venaient principalement d'Asie pour en faire un produit fini ici en France. Et petit à petit, en fait, on commence à relancer des filières pour, dans un premier temps, faire les composants de la partie supérieure de la chaussure, mais on a aussi des projets de relocalisation de la semelle, qui aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est totalement parti en Asie. Et en faisant ça, on passe de 25% d'impact carbone jusqu'à 57% de diminution de l'impact carbone sur la chaussure produit fini. Donc c'est aujourd'hui un projet qu'on mène depuis 3 ans. Merci, merci à vous, Julien Dicker. Philippe Manoni, donc directeur de l'innovation de GRT Gaz, expliquez-nous comment vous contribuez à ce processus de décarbonation. Oui, merci. Bonjour à tous. Très heureux également d'être parmi vous. Alors, GRT Gaz, on a à la fois des objectifs de très court terme, parce que c'est normal d'être impliqué dès court terme, mais sans attendre, hein, comme disait la personne d'avant, on ne va pas attendre 2024 pour faire des bonnes sections, mais on a aussi besoin d'objectifs de moyen long terme, c'est-à-dire 2030, où est-ce qu'on veut être. Donc on combine ces 2 types d'objectifs, court terme et moyen long terme. En pratique, GRT Gaz, bon, on nous connaît parce que gaz, mais notre produit, si je puis dire, pratique, sur lequel la plupart des salariés de GRT Gaz soient impliqués, c'est la sécurité industrielle. Ça veut dire n'avoir jamais d'accident et tout faire en sorte pour que ce soit le cas. Et du coup, la maintenance historique que l'on fait à GRT Gaz, c'est dans une optique de sécurité. Et ce qu'on a changé ces dernières années, c'est que la maintenance qui était avec une optique principale de sécurité a pris maintenant une optique transition écologique, énergétique. C'est ce qu'on appelle chez nous la maintenance verte. Et en pratique, la maintenance verte, c'est une maintenance sans émission. Sans émission de méthane, sans émission de CO2. Et donc on a lancé ce processus de maintenance verte il y a quelques années. GRT Gaz est implanté dans toute la France, donc on a des équipes de partout, hein, tous les territoires, on a une équipe GRT Gaz justement pour la sécurité. Et ces équipes, petit à petit, voilà, ont transformé leur pratique. Et donc ça, c'est un point dont on a une fierté, c'est voilà, faire cette transformation en interne. Et puis, pour l'innovation de moyen long terme, et comme vous le savez, c'est la promotion du biogaz, donc le remplacement progressif du gaz naturel fossile par le biogaz. Et donc ça, c'est l'économie circulaire, c'est la production locale par nos agriculteurs. C'est aussi la préparation de la conversion de pipelines de gaz à l'hydrogène.
Et vous avez sûrement vu dans la presse très récemment donc, l'accord de partenariat signé avec Aéroports de Paris pour faire une étude permettant d'alimenter les aéroports parisiens en hydrogène. Et ça, ce sera avec des conversions probablement de pipelines existants. Et puis également, on réfléchit également à transformer, à convertir des pipelines de gaz en pipelines de CO2, parce qu'il y aura toujours, j'espère, des industries, et donc il y aura toujours des productions de CO2, et il y aura de plus en plus besoin de capter le CO2 et conduire le CO2 aux endroits de captage. Donc voilà, l'avenir de GRT Gaz, c'est que le mot gaz soit très varié. CO2, hydrogène, biogaz, pour petit à petit remplacer le gaz fossile. Et voilà, les événements de la guerre en Ukraine, il n'y a aujourd'hui plus du tout de gaz russe dans le réseau de GRT Gaz. Et notre ambition, c'est petit à petit remplacer 100% du gaz russe par du biogaz. Merci Philippe Manoni. Jean-Baptiste Pernaut, vous avez un micro. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement d'ACC. Comment contribuez-vous à tous ces process de décarbonation ? Oui, bonjour à tous. D'abord, quelques mots sur ACC. Donc, ACC a été créé en 2020. Donc, on est une jeune entreprise. On nous a surnommé assez souvent à l'époque l'Airbus des batteries, parce qu'on a, je dirais probablement la même ambition qu'Airbus d'être un champion européen des batteries, dans un contexte où un composant clé de la transition énergétique, comme les batteries, sont à peu près toutes produites en Asie, en Chine et en Corée notamment. Donc il y a derrière ACC non seulement une contribution importante à la mobilité électrique, puisque nos batteries sont d'abord pour les véhicules électriques, mais un enjeu de souveraineté technologique, de souveraineté industrielle, de réindustrialisation, d'emploi. On recrute en moyenne 1 millier de personnes par an. On a 3 actionnaires, c'est franco-allemands, c'est aussi une des raisons du surnom, avec Mercedes-Benz côté allemand, Stellantis et Saft. On investit plus de 8 milliards d'euros en ce moment en Europe sur 5 sites, dont 3 gigafactories en France. Donc la première gigafactory française a été inaugurée cette année, au mois de mai, dans le nord de la France, en Allemagne et en Italie. Donc notre contribution, je dirais, elle est d'abord en proposant pour les véhicules électriques des batteries compétitives, d'une part, qui puissent être européennes, être sur un circuit local avec un approvisionnement et une fabrication locale. Mais aussi, bien sûr, on travaille énormément sur l'aspect RSE, notre propre aspect RSE et la décarbonation de nos propres activités. Scope 1, 2, 3. Donc avec de l'énergie décarbonée pour nos propres gigafactories, qui sont des animaux très énergivores, et avec une roadmap assez ambitieuse, considérant que la responsabilité sociale et environnementale est aussi un facteur majeur de différenciation de nos batteries, et plus tard des véhicules électriques, par rapport à ceux importés d'Asie. Merci. Donc merci pour toutes ces présentations, et on voit la diversité des façons d'agir et l'extrême complémentarité aussi in fine. La réglementation, Julien de Normandie, vous l'avez souligné dès votre introduction, la réglementation se durcit en matière de décarbonation. Alors est-ce que vous voulez nous faire un point sur cet aspect qui est évidemment essentiel pour les acteurs du marché ? D'abord, c'est souvent sujet à polémique, mais la réalité, c'est que c'est une bonne chose que la réglementation se durcisse, dans la mesure où on voit que la dynamique n'est pas assez forte. Ça ne veut pas dire que rien ne se fait, mais ça veut dire que sans un cadre ambitieux fixé par le pouvoir réglementaire, en l'occurrence le pouvoir européen, les choses ne bougent pas assez vite. L'Europe l'a bien compris, et l'Europe a instauré 2 nouvelles réglementations. L'une dans le domaine financier, qu'on appelle la SFDR. Sur le domaine financier, Isabelle Kocher a tout à fait raison quand elle appelait les financiers à plus d'engagement. Juste un chiffre qui fait froid dans le dos. En 2021, le CDP, qui pour ceux qui connaissent est un organe qui estime les actions climatiques à travers le monde, a fait l'évaluation sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion. 27 000 milliards. Sur ces actifs, moins de 1%, on est en 2021, moins de 1% est aligné avec les accords de Paris.
Et donc là, vous vous dites, s'il n'y a pas quelque chose beaucoup plus fort qui avance, on ne peut y arriver. Et sur le volet des entreprises, le volet corporate, comme on dit, l'Europe a mis en place une nouvelle réglementation qui entre en vigueur au 1er janvier 2024, qui s'appelle la CSRD. Et cette réglementation, elle va imposer plusieurs choses, notamment à toutes les entreprises, de pouvoir monitorer l'ensemble de son activité et de son impact sur l'environnement, c'est-à-dire le climat, le carbone, la biodiversité, les déchets, la mer, l'air, etc. Alors certains se disent c'est un peu beaucoup. Il faut dire que pour toutes les entreprises qui sont ici présentes, surtout celles qui ont plus de 250 salariés et avec un calendrier entre maintenant et 2028, c'est 900, j'ai bien 900 métriques qui vont devoir être suivies par les entreprises. Ça paraît abyssal, hyper complexe, et c'est le cas. Mais c'est probablement nécessaire. Et la deuxième spécificité, c'est ce que je disais, c'est que pour la plupart de ces métriques, notamment sur le carbone, les données vont devoir être auditables. Et l'auditabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer simplement la donnée comme ça, vous devez justifier pourquoi cette donnée, quand est-ce qu'elle a été rentrée, qui l'a modifiée, pourquoi ça a été modifié, etc., etc. Dit autrement, il y a plusieurs décennies, les normes comptables ont été figées à l'international. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les normes extra-financières sont en train d'être figées. Alors face à ça, il y a des solutions. Par exemple, nous, chez Sweep, on a développé une solution clé en main pour permettre aux entreprises, de manière simple, de se conformer à cette réglementation CSRD. Donc même si c'est complexe, il y a des solutions qui peuvent exister. Mais cette réglementation, elle est là. Et moi, je pense qu'il faut, derrière tout ça, avoir aussi beaucoup d'optimisme quant au pouvoir d'agir des entreprises. Parce qu'on parle beaucoup de la réglementation, j'ai parlé des financiers, on peut parler aussi des acheteurs. Aujourd'hui, quand vous avez un grand groupe qui décide, parce que lui est soumis à la réglementation, de modifier ses politiques d'achat, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus vite que ce que le cadre réglementaire peut faire. Souvent, on me dit, mais vous avez quitté la vie politique, est-ce qu'on peut avoir autant d'impact dans la vie privée que de la vie politique? Moi, je suis infiniment convaincu que oui, infiniment convaincu, parce que par le comportement ici des financiers, là des acheteurs qui vont décider de faire des achats décarbonés, ce que vous avez expliqué Philippe, à ce moment-là, l'impact est peut-être encore plus massif qu'une réglementation qui arrive à court terme pour les grands groupes et à moyen terme pour les ETI et les PME. Julien Dicker, donc on vient d'écouter Julien de Normandie sur cet aspect de la réglementation. Comment, chez Chamatex, vous préparez-vous justement à anticiper ce nouveau cadre réglementaire? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors nous, depuis maintenant 2 ans, on réalise tous les ans un audit carbone sur l'ensemble du groupe. D'ailleurs, c'est un engagement qu'on a au titre de notre pacte d'actionnaires, donc on partage avec nos actionnaires. Et on a l'objectif dans ce pacte d'actionnaires de réduire de 25% notre empreinte carbone d'ici 2030. Et tous les ans, en fait, on fait un audit carbone qui nous permet de vérifier si on est sur la bonne trajectoire. Et je crois que l'année dernière, on a baissé de 4% notre empreinte carbone sur le groupe. Et donc, on est sur la bonne trajectoire. Alors, c'est un travail qui est, je pense, plus facile au début de période qu'en fin de période, puisqu'il y a des mesures qu'on peut mettre en place assez rapidement, comme notamment tout ce qui est réduction de consommation d'énergie, et ça allait justement dans le sens aussi des économies financières, puisque avec la hausse des coûts de l'énergie, on a été obligé quand même de fortement réduire notre consommation d'énergie. Mais il y a aussi tout un travail qu'on fait sur le sourcing de la matière première. Juste pour vous donner un exemple, dans le textile, donc on consomme à 80% du polyester. Si vous sourcez votre polyester en Europe et pas en Asie, vous réduisez de 20% votre empreinte carbone sur le polyester. Si vous sourcez un polyester qui est recyclé, vous réduisez encore de 30% cette empreinte carbone. Donc ça, c'est des mesures qu'on peut mettre en place rapidement. Après, il faut que ça soit partagé aussi avec nos clients et avec le consommateur, parce que ça a aussi un impact sur le prix final du produit. Mais en tout cas, nous, on s'y prépare depuis maintenant 3 ans. Philippe Manoni, donc chez GRT Gaz, comment justement adressez-vous cette phase du durcissement de la réglementation? Alors, chez nous, dans l'énergie, en tout cas dans le gaz, les prochaines réglementations européennes arrivent en 2024, donc demain.
Donc évidemment, on l'a vu arriver, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on s'y est préparé depuis quelques années, et c'était nécessaire, parce qu'on ne peut pas s'adapter à une nouvelle réglementation aussi importante. C'était vraiment un virage écologique en termes de réduction des émissions de maintenance et réduction des émissions tout court. Donc voilà, on est très heureux que nos collègues de la maintenance aient tous changé et adopté la maintenance verte. On a eu une bonne surprise, et c'est tout frais, ça date quasiment de début novembre. On a été appelé par un opérateur allemand, un opérateur belge, un opérateur suisse, et puis maintenant encore par le régulateur autrichien qui nous demande ce qu'on fait. Et donc moi j'ai la grande fierté voilà, ce matin on a 2 salariés de GRT Gaz à Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles, pour faire une vidange de sphères de gaz du distributeur de Bruxelles, donc le GRDF bruxellois, qui nous a demandé de vider 2 énormes sphères, de faire une vidange à 0 bar, de vider complètement et sans aucun rejet à l'atmosphère, parce qu'évidemment avec rejet c'est très facile de vidanger. Et donc on est très fiers, voilà, d'avoir 2 collègues depuis hier matin qui passent la semaine pour faire cette opération. Et donc ça veut dire que sans du tout qu'on les cherchait, on a une petite reconnaissance en Europe de notre savoir-faire. Et comme me disait un salarié, parfois c'est le même boulot de faire une opération de maintenance en Bourgogne ou de la faire en Suisse ou en Allemagne, mais c'est évidemment beaucoup plus valorisant de la faire en Suisse ou en Allemagne. Donc voilà, en fait, ce qui est important dans notre état d'esprit, c'est l'aspect culturel de l'innovation, que culturellement, voilà, on soit vraiment un vrai levier de transformation, mais que l'humain suive, parce que l'humain est, je pense, à la fois le premier écueil ou le premier effet d'entraînement. Jean-Baptiste Pernaut, donc chez ACC, comment se passe cette phase justement de la réglementation qui se durcit de plus en plus ? Oui, donc nous sommes entreprise jeune, donc on commencera notre reporting officiel après 2025. Néanmoins, on a commencé déjà à s'y préparer. On a de nous-mêmes publié d'ailleurs un rapport RSE cette année. On fait énormément de formation, de préparation de tout ça. Je dois dire qu'on voit cette réglementation d'un œil très positif, parce que pour nous, ça revient à, je dirais, forcer tous les acteurs à être parmi les plus vertueux, ce qui de toute façon est dans notre ADN. Et je dirais essayer autant que possible d'empêcher le dumping, enfin la concurrence par le bas sur l'ensemble des normes RSE notamment. Donc c'est positif. Un point quand même, un message, c'est que c'est important qu'il y ait un alignement aussi avec finalement ce qu'on laisse entrer aux frontières européennes, parce qu'il ne s'agirait pas de forcer les entreprises européennes à être extrêmement vertueuses, ce qui est très bien, mais en même temps d'ouvrir à tout va des importations de produits qui, eux, le sont beaucoup moins. Donc ça, c'est un point majeur de vigilance dans toute notre réglementation. Géraldine Poivert, vous êtes habituée à rencontrer, de par vos activités chez Reset, de nombreuses entreprises. Est-ce que vous êtes surprise quand vous entendez voilà, les témoignages des façons de se préparer à cette réglementation de plus en plus stricte ? Je ne suis pas surprise, c'est très agréable parce que je pense qu'on a les brise-glaces là sur scène, donc c'est chouette. Mais tout le monde ne peut pas être brise-glace. Je ne sais pas s'il s'agit d'être optimiste, moi je ne le suis pas, mais je suis très volontaire, donc c'est une compensation. Mais peut-être plusieurs choses sur la réglementation parce qu'on accompagne beaucoup d'acteurs. Et peut-être que monsieur l'ancien ministre ira dans ce sens-là, il n'y a rien de mieux que l'autorégulation. Je le dis à tous les gens qui travaillent dans un secteur. En fait, dans la vie, je suis une vraie centriste. Donc, je n'aime pas choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Je pense qu'il faut choisir la prospérité et la croissance, et les deux. Donc, il faut que les secteurs s'emparent de leur crayon et écrivent leur feuille de route de transition environnementale. Les agriculteurs ne seront jamais mieux servis qu'à écrire leur plan de transition pour sortir des phytosanitaires, aller dans le biocontrôle et d'autres solutions. La réglementation, quand elle arrive, souvent, elle y va un peu fort, elle peut faire un peu de casse. C'est bien parce qu'aujourd'hui, elle vient pallier un déficit, mais le mieux serait que les secteurs, au travers de leurs organisations patronales ou sectorielles, nous, on travaille pour le secteur du textile, du luxe, du packaging. Le mieux, c'est quand les secteurs écrivent leur feuille de route. Donc la réglementation, c'est bien. C'est encore mieux quand elle est coécrite et que les gens s'emparent de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
Si les gens n'aiment pas la compliance, ils vont encore moins aimer la non-compliance parce qu'en vrai, il n'y a plus de ressources et les pollutions, de toute façon, il va falloir les gérer, c'est des externalités négatives. 2, nous, on accompagne beaucoup de boîtes qui sont en train de se mettre en conformité avec le CSRD. Et on a une obsession chez Reset, vous l'avez compris, obsession au sens vraiment psychanalytique, c'est de leur dire mesurer pour agir. On ne mesure pas pour mesurer. L'idée, ce n'est pas de se prendre la température et de se dire oulala, j'ai 42 fièvre, parce qu'au bout d'un moment, entre 40 et 42, c'est très mauvais pour le cerveau. L'idée de ce CSRD, c'est de se créer un tableau de bord des transitions. Je suis cimentier, j'ai un problème parce que je n'ai pas électrifié mes fours, je consomme beaucoup d'eau et beaucoup de sable, et le clinker, ce n'est pas GG comme réaction chimique. Donc, vraiment, construire son tableau de bord. Et dernière chose, la réglementation, là, ce qu'elle a de bien, ce CSRD, et on en avait parlé en préparation de cette table ronde, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le carbone comme enjeu de la transition environnementale. La transition environnementale, c'est un enjeu de ressources. Le carbone et le réchauffement climatique, c'est une conséquence de l'utilisation de ressources pétrosourcées, donc c'est une pollution. Mais en vrai, dans la transition environnementale, il y a la ressource, donc les sols, les matières premières, l'eau. Il y a la biodive, parce que c'est le moteur qui fait que les quelques ressources qu'on peut créer, à savoir celles bio, parce que les autres, on les a créés au Big Bang ou à la préhistoire, donc on ne les refera pas. Et les pollutions qu'on génère. Et ce qu'il y a de bien dans ce reporting, c'est qu'il permet, je fais un petit parallèle avec la nutrition, bien se nourrir, oui, il faut manger un peu de tout. En fait, la transition environnementale, c'est pas que le carbone. Il faut surtout pas avoir ce tropisme. Il faut regarder tout son impact de ressources. Donc, cette réglementation, elle vient bien, mais il faut avoir ces points de vigilance. Et les entreprises les plus à même, en fait, il faut métaboliser cette obligation de reporting en un plan d'action. Et, petit clin d'œil positif, personne ne va être au taquet et super bon demain. Globalement, aujourd'hui, les gens sont très mauvais ou moyennement mauvais, parce que ce qui nous arrive est inédit. On sort d'une illusion de prospérité, de 30 glorieuses, où on pensait que nos ressources étaient infinies et qu'on allait toujours trouver des solutions. Mais par contre, ce qui est important, c'est la trajectoire d'amélioration pour ne pas se désespérer et surtout pour commencer d'avancer. Et c'est de l'exploration. Nous, chez Reset, on dit à nos clients, vous montez l'Everest, premier camp de base, on fait l'état des lieux, deuxième camp de base, on se fixe sa trajectoire, troisième, on agrège les acteurs et surtout, on ne part pas sans Sherpa, pas sans équipement et on se fixe un objectif raisonnable. Et c'est ça, c'est le quick win d'abord, sans oublier de bien regarder, comme disait le poète, de bien viser la lune parce qu'au pire, on finit dans les étoiles. Merci à tous pour cette partie donc très importante et vous le savez tous sur la réglementation. Passons maintenant à un autre écueil ou plutôt d'autres écueils au pluriel que éventuellement rencontrent vos entreprises sur la route de la décarbonation. Quels sont ces écueils? Je pense notamment au scope 3. C'est pas forcément facile à aborder. Juliane Normandie, est-ce que vous voulez démarrer sur l'appréhension du scope 3 et voilà, en quoi c'est particulièrement complexe pour les entreprises, ou pas d'ailleurs, suivant ce que vous allez nous dire. C'est complexe sur le papier, parce que ce que je disais tout à l'heure, ton carbone et mon carbone se reflètent partout. En moyenne, 90% des émissions d'une entreprise est liée au scope 3. Mais avoir les informations sur le scope 3, c'est ce qui est de plus difficile. Et c'est pour ça qu'on a développé, nous, des outils, c'est pour ça qu'il existe des cabinets comme Reset, et c'est pour ça que les entreprises, dans leur procurement ou dans leur analyse, le prennent en compte. Le scope 3, il est évidemment un écueil sur le papier parce que c'est la partie la plus complexe. C'est évidemment la partie la plus centrale de la nouvelle réglementation qui arrive. Ça a déjà été fait au niveau national, mais c'est sacralisé au niveau européen. Et puis, il y a une forme de devoir de vigilance, une notion d'ailleurs juridique qui existe dans le domaine social, mais qui demain va exister dans le domaine environnemental, c'est-à-dire que l'acheteur de mon acheteur, le supplier du supplier de mon supplier, j'en porte la responsabilité dans ces émissions. Et si, une fois que j'ai dit ça, si je n'ai pas une approche collégiale, c'est-à-dire que si je ne considère pas que le carbone, en fait, ne peut pas être pris à une échelle individuelle, mais à une échelle collégiale, je n'y arrive pas. Ça va peut-être vous choquer, mais moi, je ne crois pas du tout dans cette dénomination que beaucoup d'entreprises portent aujourd'hui en disant « je vais être net zéro en 2030, 2040, 2050 ». Ça n'existe pas intellectuellement pour une entreprise d'être net zéro. Elle peut être net zéro contributeur, ce qui est très différent.
C'est-à-dire qu'en fait, je contribue tout au long de ma chaîne de valeur, parfois même à l'extérieur de ma chaîne de valeur, à développer toutes les solutions qui permettent à chacun de réduire les émissions de carbone. Mais cette notion de net zéro contributeur est absolument essentielle. Faut-il encore que je puisse, là-dessus, avoir les données, piloter les trajectoires, comme le disait Géraldine, qui est quelque chose de très compliqué. Hein. Piloter en direct les trajectoires de décarbonation de toute ma chaîne de valeur, cette phrase peut paraître simple, elle peut paraître évidente. Dans la réalité, c'est fortement complexe. Encore une fois, il existe des solutions, nous on en a développé une très performante. Et le deuxième écueil dans le scope 3, parce qu'il ne faut pas oublier, jamais oublier que le scope 3, c'est l'amont et l'aval. C'est Juliane qui le disait tout à l'heure, à la fin des fins, la décarbonation, la protection de l'environnement, ça peut amener à des ROI positifs, par exemple, Juliane le disait, sur l'énergie, mais enfin, c'est basiquement plus cher de produire plus proprement que de produire en dégradant les externalités négatives ou en émettant des externalités négatives. Et donc le rôle, in fine, de l'acheteur ou du consommateur, il est absolument essentiel. Et pour ça, la seule façon, c'est d'être incroyablement transparent dans ce qu'on fait. Le fameux greenwashing. Mais on le voit, et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous pend au nez. Regardez le nombre d'entités qui ont fait des annonces dithyrambiques en disant « moi en 2025, moi en 2030, moi en 2040 ». Et à chaque fois des annonces. Et comme le disait Juliane, c'est plus facile au début qu'à la fin parce qu'il y a un peu parfois le phénomène de la boule qu'on pousse. Le jour où, dans le débat public, on ne croit plus dans les engagements pris par les uns et par les autres, à ce moment-là, c'est le pire des scénarios qui apparaissent. Ça inhibe les ambitions de certains parce que ces ambitions, avec tous ceux qui l'auront fait d'une bonne manière, etc., va être balayées d'un revers de main par tous ceux qui n'auront fait que des effets d'annonce. Il faut une transparence totale quand vous êtes une entreprise financière ou corporate, une transparence totale dans ce que vous réalisez réellement avec des données tangibles, parce que si tel n'était pas le cas, ce ne sera pas que le greenwashing, ce sera surtout la capacité pour le consommateur ou pour l'acheteur d'accepter de payer le juste prix. Et je termine juste par cette phrase, dans nos sociétés, s'il y a bien une révolution à faire, je parle de valeur, pas de coût, de valeur. L'environnement, aujourd'hui, globalement, n'est pas une composante de la valeur des choses. Et c'est ça le drame. La finitude de la valeur n'inclut pas les externalités positives ou négatives dans un sens ou dans un autre. Et c'est cette théorie-là qu'il faut revoir. Il faut que la valeur des choses, dans celle-ci, il y ait une composante qui soit une composante carbone-environnement. L'Europe a commencé avec la taxe carbone aux frontières, c'est très bien. Là, on est sur le coût. Il faut que ça soit inclus dans la valeur. C'est la meilleure façon de rétrocéder ensuite sur le coût. Merci beaucoup. Julien Dicker, vous êtes donc chez Chamatex. Comment vous abordez cette question du scope 3 ? Est-ce que pour vous, ça constitue effectivement un point particulièrement délicat sur la route de la décarbonation ? J'en ai un peu parlé, parce que c'est principalement la matière première que nous, on source. Donc effectivement, c'est un travail qui est extrêmement complexe, parce que c'est un travail qui doit se faire en collaboration avec le client, puisque ça impacte directement la valeur du produit final. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est généralisé, puisque nous, on est, comme je vous le disais, présent sur 3 secteurs, ameublement, luxe et sport. Et globalement, c'est un sujet que tous les clients nous demandent de travailler. Et c'est à nous de nous organiser pour décarboner au maximum le sourcing de ces matières premières, et que ces matières premières soient le moins impactantes possible en termes de CO2. Et c'est complexe parce que ça demande d'avoir une réflexion très en amont, en fait, notamment si on travaille sur de la matière première recyclée. Ça demande d'avoir une réflexion très en amont sur toutes les filières de recyclage, de comment on va collecter, en fait, capter la matière à recycler pour refaire derrière du fil qu'on va pouvoir utiliser pour en faire un produit fini. Et on travaille sur un projet dans le secteur de l'ameublement pour aller collecter des produits finis textiles, en l'occurrence des rideaux, et derrière avec un partenaire qui s'appelle, un partenaire qui est spécialisé dans le recyclage à base d'enzymes, recréer en fait du polymère pour être capable derrière
vendre ce polymère à un filateur qui lui-même pourra refaire du fil de polyester qu'on pourra nous tisser pour le remettre sur le marché. Mais tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et c'est vrai qu'à notre niveau PME, si on n'est pas aidé, incité par les pouvoirs publics, mais aussi par nos donneurs d'ordre, c'est compliqué à mettre en place. Merci beaucoup, Julien Diquet. Philippe Manonic, eh bien, même question sur ce fameux Scope 3. Comment vous adressez ce Scope 3 au GRT Gaz ? Oui, ben, moi également. Donc c'est très complexe ce sujet, Scope 3, évidemment, GRT Gaz. Moi, pour être transparent, tout à l'heure, je vous ai souligné des succès de maintenance verte, mais je voudrais quand même souligner quelques échecs en innovation. On a beaucoup d'échecs. Je reconnais, alors c'est évidemment, voilà, bon, oui, c'est quand même vexant toujours, au moins la première fois c'est très vexant, mais on a beaucoup d'échecs, ça ne s'arrête jamais. Pour être concret, on a à GRT Gaz une équipe de 20 personnes, une équipe innovation, on suit en parallèle de façon active 40 projets. Le tiers est en échec, alors que dans les 40, à l'instant T, quand on fait la liste, qu'on met un jour assez souvent, on a de l'espoir. Presque c'est pour nous des pépites, ces 40 projets. Mais malheureusement, il y a un taux d'échec élevé parce que soit il y a un sujet technique qui vraiment n'a pas réussi à ouvrir, ou tout simplement, c'est le plus souvent le cas, des sujets humains qui faisaient que ça ne marchait pas, ou les inconvénients étaient supérieurs aux avantages. Et donc j'en reviens toujours à la partie culturelle, quoi, hein. L'innovation est un levier de transformation, mais vraiment il faut que ça adresse complètement l'humain, et c'est pour ça que on a un peu pris une mentalité start-up dans cette équipe innovation, et finalement on accepte de se tromper, et plus vite on prend les décisions, plus vite on acceptera de se tromper. Le pire, c'est quelque chose où on s'acharnerait, où on ne saurait pas renoncer, et là évidemment c'est encore plus vexant si on s'acharne et que ça ne marche pas. Mais donc voilà, on accepte d'autant plus de se tromper qu'on sait décider vite, et quelque part, on est content de ça, c'est qu'on entraîne un petit peu, j'espère, l'entreprise entière dans ces prises de décision plus rapides, et l'acceptation de renoncement et l'acceptation d'échecs, parce que bon, un tiers c'est énorme, mais ça veut quand même dire qu'il y a quand même plus de projets qui marchent. Donc, voilà. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Pernaut, comment ça se passe chez ACC au niveau de ce fameux Scope 3 ? Déjà, je dois dire que la décarbonation du footprint des batteries est au cœur du projet, puisque la voiture électrique a des enjeux de décarbonation. Il est évident qu'il ne faut pas que ça soit compensé négativement par le footprint des batteries. Et des batteries fabriquées avec du charbon, une supply chain avec du charbon, finalement, on peut arriver à un mauvais bilan. Donc nous, côté ACC, on a effectivement un scope 3 qui est plus de 90%. Alors, ce n'était pas le cas au départ, hein. C'est aussi le résultat d'une décarbonation de notre scope 1 et 2, où on vise d'ailleurs, on travaille sur des process pour arriver à zéro émission, scope 1 et 2 à plus long terme. Notre scope 3, finalement, donc, qui est la grande partie, il est décomposé il y a 2 étapes. Il y a à la fois les composants qu'on achète en direct, et là, on rentre très vite sur finalement des stratégies d'achat, de sourcing. Il y a quelques grands projets qui ont été annoncés dans la presse dans les derniers mois, d'acteurs notamment asiatiques qui prévoient de s'installer en Europe, et pour partie justement pour nous servir. Donc on favorise et on pousse l'intégration de ces acteurs en Europe, avec dans le cahier des charges la demande claire qu'ils travaillent eux-mêmes en scope 1 et 2 décarbonés. Donc ça, petit à petit, on arrive à diffuser, je dirais, la décarbonation le long de la chaîne. Et reste notamment l'activité minière, qui est beaucoup plus compliquée à gérer, donc le lithium, le nickel, etc. Mais il y a des solutions. Donc la première des solutions, déjà, c'est de travailler sur la R&D. Il ne faut pas oublier que si on arrive à faire des batteries plus denses, c'est-à-dire avec des watts par kilogramme meilleurs, et c'est ce qui se passe, je dirais, année après année, finalement, on réduit l'empreinte globale de la batterie. D'autre part, il y a des projets qui souvent d'ailleurs se marient avec des besoins de sécurisation d'approvisionnement. Souvent, l'intérêt de décarbonation
se conjugue avec d'autres vrais besoins, on va dire business. Je vais prendre un exemple. On travaille avec une entreprise Vulcan, nous, Stellantis et l'entreprise Vulcan, qui a un projet d'extraction de lithium géothermal dans la vallée du Rhin. Donc, par définition, c'est du lithium, une mine de lithium qu'on pourrait avoir et dont évidemment l'empreinte n'a rien à voir avec du lithium importé de l'autre bout du monde. Il y a le recyclage à terme, sauf que la masse de recyclage en fin de vie sera plutôt pour 2035 et plus. Donc le sujet minier est un sujet au cœur à la fois de la décarbonation pour nous, mais aussi de notre souveraineté et de nos approvisionnements. Et on a des projets, même en Europe, qu'on essaye de pousser. Il y en a aussi en France avec Equimiris, qui devraient contribuer à cette décarbonation. Géraldine Poivert, comment vous réagissez aux témoignages de ces différentes entreprises sur cette question problématique du Scope 3 ? Je pense que, je le disais encore tout à l'heure, hein, je pense qu'ils sont à la manœuvre, donc on ne peut que les applaudir parce que c'est de l'exploration. Donc déjà, ils sont montés sur le pont et ils sont partis juste avec des bouts de cartes. Après le Scope 3, je pense qu'il est totalement clé. Nous, dans les entreprises qu'on accompagne dans leur transition, le Scope 3, c'est le jeu des 7 familles. Tout le monde a ses jouets. Pour que tu gagnes, il faut avoir fait la famille. Et en fait, le Scope 3, ça vaut pour le carbone, mais ça vaut pour tout. C'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est-à-dire, c'est d'un coup remonter une chaîne de valeur et transformer la supply chain en écosystème. C'est-à-dire regarder son fournisseur de rang 1, généralement je le connais un petit peu, 2, 3, alors là je le connais moins bien, puis alors au-dessus je ne le connais pas. Mais ça vaut pour toutes les ressources et toutes les pollutions. Et quelque part, c'est ce qui va permettre à l'entreprise d'être successful dans sa transition. Pourquoi ? Parce que même si on est un leader et un géant mondial, si tu veux réinventer ta chimie, ton matériau, ton électricité, ton énergie, il va bien falloir travailler avec tes fournisseurs ou les gens en aval. Donc tu vas être dépendant de tes fournisseurs, voire de ton infrastructure partagée. Si demain on veut filtrer les PFAS et les autres polluants dans les eaux résiduaires, il va falloir partager des stations d'épuration. Donc en fait, le Scope 3, il est clé de le connaître, de le mobiliser pour travailler ensemble. Nous, ce qu'on a inventé chez Reset il y a 4 ans, et on a commencé à travailler comme ça, c'est de faire travailler les gens ensemble. Alors, c'est très contre-intuitif en France. C'est-à-dire, cooperation is the new competition. C'était plus dans la Silicon Valley où tout de suite les gens se partagent les rôles. Par exemple, on a un consortium de 15 marques de la cosmétique qui réinventent ensemble des intrants pour leur packaging et pour la formulation non pétrosourcés. Donc je mets en commun. Et le Scope 3, il vient vraiment interpeller. Donc au début, ça fait un petit peu mal parce qu'on se dit « Ah mais en fait, tout ça est une aventure collective, je ne connais pas et ça a un impact. » Et en même temps, c'est le début de la réponse parce qu'en mobilisant ces énergies, alors ça ne se fait pas simplement de travailler avec des concurrents, il y a quelques sujets juridiques, il faut beaucoup d'énergie. Et encore une fois, c'est pas dans notre culture aujourd'hui, mais c'est une grosse partie de la réponse. Et dernière chose, le Scope 3, moi je ne prendrais pas le mot échec. J'aime pas ce mot échec quand on dit que l'innovation n'a pas marché. Ça fait 50, 80 ans qu'on ne fait que de la chimie des matériaux pétrosourcés, que du génie des matériaux pétrosourcés et que de l'énergie pétrosourcée. Donc fatalement, moi en ce moment je travaille pour un acteur de la grande distribution sur le resourcing de son textile, un autre acteur par exemple qui fait tout le secteur de l'ameublement sur la nouvelle chimie. Bon, bien évidemment, dès qu'on essaye de sortir de l'existant, c'est super dur. D'abord parce qu'il n'y avait pas de R&D de court terme, il faut mobiliser des fonds, il ne faut pas perdre le consommateur en route et surtout il faut réconcilier fin du monde et fin du mois, qui n'est pas la chose la plus simple entre des... Ce n'est pas des échecs, c'est que on explore, on réajuste et surtout, fail first time in learning, c'est-à-dire que je prends, le tout c'est de fail fast comme disent les Américains, je prends et j'avance et la force justement de ce Scope 3 et de mobiliser les gens, c'est que ça permet de dérisquer l'investissement, dérisquer la mise sur le marché et en fait d'aller beaucoup plus vite dans l'acceptation et le passage à scale. Merci beaucoup à tous les 5. Je vois que l'heure tourne et je voudrais qu'on puisse échanger avec vous dans la salle, que vous puissiez poser vos questions. Donc il y a un micro qui va circuler. Je vous demanderai de vous présenter quand vous prenez la parole et de bien veiller à poser des questions. Voilà, la salle, le micro est à vous. La première question est toujours la plus dure, c'est normal. Alors moi j'ai une question, monsieur, non
D'accord. Je vais poser la première question finalement et ça vous permettra de vous mettre en route. Quels investissements sont nécessaires quand on veut réaliser la décarbonation de l'entreprise? C'est évidemment une grosse question. On se dit mais ça va être la ruine, en gros, pour parler clair. Est-ce que c'est le cas et combien faut-il prévoir, même si la question est évidemment beaucoup trop large pour être répondue. Julien de Normandie. Je disais tout à l'heure qu'il faut absolument remettre l'environnement, le carbone dans la valeur des choses. Évidemment, on a des moyens d'optimiser les investissements. On a ce qu'on appelle la McCurve, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on arrive à dire quel est le meilleur investissement possible pour le plus grand gain en décarbonation. Parfois, ça permet de faire des économies, Juliane l'a dit. Parfois, ça ne permet pas de faire d'économies. Et parfois, pour des raisons qui ne sont pas liées à l'investissement lui-même, mais à la temporalité. Je vous donne juste un exemple. Avant d'être ministre de l'Agriculture, j'étais ministre du Logement. On a évidemment énormément travaillé sur le sujet du carbone. Et souvent, vous avez entendu dire « Oui, mais faire des travaux de rénovation énergétique dans un logement, c'est rentable. » À terme, c'est rentable. Mais en moyenne, on passe 8 ans dans un logement. Et 8 ans pour rentabiliser la refonte totale d'un habitat, c'est-à-dire pas simplement les fenêtres, qui est le volet le moins impactant, mais qui est véritablement de faire la refonte de l'habitat, correspondent des sommes qui, à une échelle de temporalité de 8 ans, ne sont pas rentabilisées. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'il faut inventer ? Typiquement, dans un immeuble, c'est que l'investissement de la rénovation énergétique ne soit pas porté par l'individu, mais soit porté par l'immeuble lui-même, par la copropriété elle-même. Parce que la copropriété, elle dure dans le temps. Alors, ça devient rentable. L'individu, lui, il partira au bout de 8 ans. Il n'aura pas la rentabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que, de toute manière, on n'a pas le choix qu'il y ait une rentabilité très forte, moyen forte ou faible. Il faut faire les décisions les plus intelligentes possibles, mais il faut prendre ces décisions. Et ces décisions, on a des moyens, en pensant différemment, de les rendre le plus acceptable possible. Il y aura à la fin des fins le comportement des acheteurs. Quand vous êtes une entreprise et que vous vendez, si l'acheteur dans sa grille d'achat ne met pas des critères environnementaux, évidemment, votre gain compétitif se réduit. Il y a ce critère d'achat. Dans le domaine de l'énergie, c'est un vaste sujet aujourd'hui. Quand vous voyez des entreprises qui disent on investit plus massivement dans les outils industriels aux États-Unis d'Amérique plutôt qu'en Europe parce que l'énergie est moins chère, si la phrase s'arrête à parce que l'énergie est moins chère, ça on dit non. Elle y est moins chère, mais elle est beaucoup plus carbonée. Où passe dans cette valeur de la chaîne la question de la décarbonation de l'énergie? J'imagine que GRT Gaz ne me contredira pas sur ce point. Oui, pour répondre à votre question, moi je pense qu'il n'y a pas de limite à l'investissement pour la décarbonation si on ne prend pas la décarbonation de manière défensive. Si on considère que l'objectif est uniquement de se décarboner, c'est ce que j'appelle la vision défensive, effectivement on peut se dire, on pourrait éventuellement pour chaque entreprise donner un montant. Si on considère la décarbonation comme un moyen de repenser son business model, de revoir complètement ses process, ses produits, dans la voiture électrique, on a un bon exemple. Et de gagner des parts de marché, etc., je dirais il n'y a aucune limite à l'investissement. Et moi, je suis absolument en faveur du mariage entre justement la décarbonation et des stratégies, je dirais, de développement business agressives. C'est une opportunité de gagner. Donc, pas de limite. Géraldine. Oui, alors, l'environnement n'a pas de prix, mais il a un coût. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je suis 100% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Le sujet, c'est la temporalité. La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les KPI et souvent la réussite d'une entreprise est évaluée à très court terme. Mais c'est aussi la difficulté qu'on a à prendre des décisions politiques. Il y a plein de secteurs qu'on doit transitionner. Je ne sais pas si on est tous coupables, un peu lâches, mais en tout cas, on n'arrive pas à donner une boussole qui va au-delà de l'année qui vient. Mais c'est fatalement rentable à terme. Après, tout le monde n'est pas égal dans la capacité à d'abord trouver des financements, parce que moi chez Reset on fait de la transition énergétique, mais aussi beaucoup plus de ressources, et là il n'y a pas d'investissement aujourd'hui en France, et on est au firmament, c'est-à-dire qu'on a voté
plein de lois sur la circularité, mais quand tu dis aux acteurs, il va falloir recycler tout votre textile, il va falloir recycler tout votre packaging, mais en fait, si on ne met pas des milliards sur la table pour inventer de nouveaux matériaux et construire les usines, une usine de recyclage pour les baskets chimiques ou textiles, c'est 250 minimum millions d'euros, et ta rentabilité, elle est à 10 ans. Donc en fait, ça va être rentable, mais on n'a pas les KPI qui le montrent. 2, il y a des secteurs pour qui le temps est très long et qui ne sont pas aidés. Donc moi, je pense, comme le dit le rapport Pisani-Ferry, il faut faire de la dette, mais il faut aussi massivement installer en France, mais c'est très bien parce que Transition Forum, c'est porté par un fonds d'investissement. Il faut des fonds d'investissement pour financer, et pas que la transition énergétique, toute la transition environnementale et toutes les ressources. Et surtout, il faut trouver la méthode corrective pour ne pas faire exploser le prix de vente du produit. Parce que la basket, alors encore Salomon, c'est un peu du haut de gamme, mais moi, le distributeur pour lequel je travaille, je remets à plat sa politique d'achat matière pour son textile. Il vend en moyenne des choses entre 8 et 10 euros. Donc là, il faut un accompagnement public de financement pour ne pas faire tout exploser. Donc oui, ça va marcher, mais il faut aligner les planètes sur la temporalité et répartir le risque. Merci pour vos réponses. Alors, on va avoir une première question, et puis Madame devant ensuite. Bonjour, Alex Metz de chez Aprécom. Nous sommes une boutique de conseil en stratégie et banque d'affaires spécialisée en transition énergétique. J'ai une question pour Jean-Baptiste Pernaut. Vous avez parlé de recyclage de batteries de véhicules en fin de vie. Les volumes n'arriveront pas avant 2030-2035, je suis entièrement d'accord. En revanche, il y a une certaine quantité de volume de rebut liés à la fabrication de ces batteries. Quelle est votre stratégie quelle est votre approche vis-à-vis du recyclage de ces volumes qui sont existants aujourd'hui? Oui, malheureusement, il y a des rebuts qu'on essaye de réduire, mais effectivement qu'il faut recycler. Donc nous, on a des partenariats avec des acteurs du recyclage pour recycler ces rebuts. Donc c'est qui ont à peu près la même composition que, je dirais, qu'une batterie finie. Hein. Là-dedans, il y a les métaux dont j'ai parlé, de l'aluminium, du cuivre, etc. Et on souhaite justement étendre ces partenariats de recyclage de rebuts au recyclage des batteries en fin de vie, ce qui oblige à mettre le constructeur automobile dans la boucle, puisque une fois que les batteries sont sur la route, je dirais, elles sont un petit peu hors de notre contrôle, pour avoir une réinjection complète, bien sûr, dans notre chaîne de valeur. Donc c'est non seulement recycler, mais pouvoir réutiliser les matériaux en amont. Donc on est en train de mettre en place justement cette chaîne qui permettra, oui, d'avoir un pourcentage qui grandira avec le temps de matériaux recyclés dans les nouvelles batteries. Merci. Et Madame. Bonjour à tous, Brigitte Rézère-Herlin, société Métron, qui permet de réduire l'énergie. Et j'ai une remarque et une question. La remarque, c'est on parle toujours d'investissement pour décarboner, et ça, c'est une méthode très traditionnelle. On va faire des grandes choses, donc il faut investir, il faut beaucoup d'argent. Mais pourquoi aussi ne pas décarboner sans investir, en changeant tout simplement des comportements, en utilisant des solutions innovantes comme la data qui va permettre de réduire la consommation d'énergie, de piloter des équipements industriels ou tertiaires de manière plus efficiente avec des machines existantes, sans les mettre à la poubelle et les racheter en investissant beaucoup. Donc ça, c'est une remarque. Ma question, elle m'est venue en écoutant Jean-Baptiste Pernaut qui disait « Mais moi, mon objectif, c'est d'abord de réduire le 1 et 2. Je veux un scope 1 et 2 à 0. » Mais si on extrapole ça sur tous les acteurs du monde, est-ce que ce n'est pas une manière de gérer une grande partie du scope 3 ? Parce que si chacun gère son scope 1 et 2, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester l'impact de l'utilisateur, de l'usager, mais le gros du travail, il est fait. Et est-ce que c'est probablement un peu candide et naïf ? D'où je vois monsieur Normandie qui hoche la tête. Merci. Oui, je hoche la tête parce que moi, je pense que justement, l'immense défi qui est face à nous, c'est de considérer que le climat ne doit plus être appréhendé de manière individuelle. Le climat, c'est collégial, c'est collectif. Et donc, si vous dites à tout le monde, faites le scope 1 et 2, mathématiquement, vous avez raison. Si la somme des 1 et 2 égale à 0, in fine, le 3 est égal à 0. Le seul problème, c'est que vous ne créerez pas de dynamique. Vous ne la créerez pas. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, quand vous évoquiez la data, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on le voit,
sur la data, il y a plein de solutions qui se font sur les moyennes d'émissions. Je prends un verre. Aujourd'hui, vous avez des bases de données qui vous donnent la moyenne d'émissions d'un verre à travers le monde. Après, vous en aurez une qui sera un peu plus spécifique, qui vous dit si le verre il vient de telle zone géographique, etc. Mais moi, si je suis l'entreprise qui produit le verre, qui a investi avant toutes les autres pour pouvoir décarboner, qui a changé mes comportements pour pouvoir décarboner, si tous les acheteurs en face de moi, ce qu'ils prennent comme critère pour acheter les verres, c'est la moyenne à l'international de la production d'un verre, ne se souciant pas d'une approche collective, moi qui ai un comportement vertueux, n'ai d'aucune manière que ce soit avantagé dans les ventes que je peux faire ou par les politiques d'achat des grands donneurs d'ordre. Donc moi, ma conviction, c'est que si ceux qui ont, et l'État le premier d'ailleurs, hein, mais ceux qui ont ces politiques d'achat, parce qu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire des achats, si je puis faire le parallélisme, et qui donc ont un pouvoir très fort, si eux ne privilégient pas les comportements vertueux des uns et des autres, c'est-à-dire si on n'entre pas dans une démarche collective et qu'on peut, avec la data physique, on peut le faire aujourd'hui, vous allez ralentir infiniment la vitesse de décarbonation des économies à travers le monde. Premier point. Et deuxième point, vous allez vous arrêter aux frontières. Si vous voulez avoir un impact en Europe sur ce qui se passe dans la décarbonation en Asie du Sud, si l'acheteur européen ne se soucie pas de ce qui va se passer en Asie du Sud, vous allez faire des fragmentation des risques of fragmentation, comme disent les économistes. Donc définitivement, vous avez raison sur le papier, mais le carbone, ça doit être collégial, collégial, collégial. Et dès qu'on fait un acte d'achat, on doit se poser la question. Ouais, et moi, je vote pour Julien de Normandie. Alors, il n'y a pas de politique là-dedans. Mais qu'on doit tous intégrer de la sobriété dans les pratiques, oui. Et je pense que la transition environnementale, c'est un jeu qui se gagne à plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on n'est pas égaux dans la capacité à se responsabiliser individuellement. Parce qu'en règle générale, on dirait industrialiser, mais en règle générale, on a mis nos usines, et je dis ça, je ne donne pas de leçons, hein. Enfin, on a mis nos usines assez loin. Hein. On pollue d'ailleurs pas mal. Et pas toujours très regardant. Et moi, j'accompagne des boîtes. C'est dur de devoir de vigilance. Tu remontes des chaînes de valeur. Et là, tu te rends compte que oui, il y a du travail des enfants. Oui, tu ne traites pas l'eau. Non, il n'y a pas de station d'épuration. Les déchets, tu n'en parles même pas. La chimie, elle n'est pas propre. Le scope 3, c'est l'anti-mistigris. Faire le jeu des 7 familles plus tôt. Parce que le problème, c'est que laisser tout ça et nous regarder juste notre scope 1 et 2, généralement là où le bas blesse, c'est ce qu'on a mis très très loin à exporter. Donc non, je pense qu'il faut le regarder sur la décarbonation, mais comme sur la valeur et la transition de la ressource, parce que ce qu'on source très loin et ce qu'on fait venir, généralement a un bilan environnemental bien plus mauvais. C'est pour ça que c'est très bien de faire une réindustrialisation verte. Et je pense que ce qu'on a fait sur les batteries et les terres rares, il faut le faire sur tous les matériaux et sur tous les secteurs d'excellence française. Et le scope 3 doit nous servir, c'est notre interpellation à faire sens et à partager la valeur au sein de chaînes de valeur, mais à se partager aussi la responsabilité de la résorption des pollutions. Il nous reste 1 minute et demie, 2 minutes. Philippe, je crois que vous voulez prendre la parole, ensuite Julien. Oui, donc brièvement, je voulais quand même aller dans le sens de madame, à savoir que l'innovation, c'est pas que des euros. Évidemment, l'euro est un KPI important, mais il y a plein d'autres KPI importants que les euros. Il y a les mètres chez nous, les mètres cubes sauvés, le temps gagné, la sécurité plus grande, aussi des KPI sur l'humain, c'est plus dur, mais les compétences. Et il y a plein de projets d'innovation pour renforcer les compétences. Et je prends un exemple concret. Chez nous, le cœur du cœur de l'entreprise, c'est le soudeur. Sans soudeur, il n'y a pas de pipeline. Bon, voilà. Et donc, on cherche à mettre aussi de l'innovation dans le soudage pour renforcer nos compétences soudage. C'est un sujet très important. Et comme vous disiez également, tout ça, ça se fait en coopération avec d'autres. Donc, nous, on ouvre des concours start-up. On fera 5 concours start-up en 2024 dans les territoires, parce qu'on est GRTgaz avant tout une entreprise de territoire. Et donc c'est ça, c'est progresser en coopération avec d'autres entreprises, d'autres opérateurs énergéticiens, des startups notamment, des écoles, parce que le soudage c'est aussi des écoles spécialisées. Et c'est je pense en travaillant ensemble qu'on pourrait se mieux. Voilà, alors 30 secondes, vous voyez le timing, là c'est vraiment 30 secondes. Juste pour dire que décarboner dans l'industrie, c'est investir. Changer une chaudière, c'est 350 000 €. Passer du néon LED dans notre usine de tissage, c'est 120 000 €.
rénover notre station d'épuration de notre usine de teinture, c'est 500 000 €. Donc ça va être forcément à investir, il ne faut pas l'oublier. Et le gros problème qu'on va avoir en Europe et qu'on voit aujourd'hui, c'est la hausse des taux d'intérêt. Ça veut dire que là où je m'endettais à 1% il y a 2 ans, aujourd'hui les banquiers me proposent 6% pour les mêmes investissements. Et ça va être forcément un problème, et c'est couplé à la hausse en plus des coûts de l'énergie. Donc pour les industriels, ça va rendre d'autant plus difficile le travail de décarbonation. Donc il faut aussi avoir ce côté pratique et pragmatique en tête. Voilà, alors on va terminer là-dessus. Je suis vraiment désolée, je sais qu'il y a des questions, mais voilà, notre temps imparti est écoulé malheureusement. N'hésitez pas ensuite, voilà, une pause networking s'ouvre, donc n'hésitez pas à venir poser en direct vos questions à nos intervenants que l'on remercie très chaleureusement. Merci à vous.